La dégradation du Léguer, si on avait laissé les choses se faire, on aurait été coupable de ne pas avoir réagi au bon moment, quoi. Le journal titrait à l'époque 100 000 truites mortes, quoi. Du dégoût et de la révolte. Du dégoût parce que c'était notre patrimoine qui était en train de disparaître, de crever. Et de la révolte parce que nous savions bien qu'il était possible de faire autrement sans casser l'économie locale. En fait, cet immense progrès s'accompagnait en même temps d'une destruction de notre environnement, quoi. Alors le grand challenge, c'était de mettre tout le monde autour de la table. Il y a eu des frictions, oui, mais petit à petit, c'est ce qui est important et que je retiens, on s'est parlé. Il faut d'abord, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, de savoir si on baisse le taux de nitrate, c'est de savoir si on est capable de s'écouter. Je dirais que les 30 années, 1980-2010, sont des années où cette vallée se révèle à elle-même, où les humains qui habitent la vallée prennent conscience qu'ils ont un territoire en commun. Moi, je crois que la principale victoire, ça a été ça. Ça a été cette bascule culturelle. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le Trégor, c'est je dirais, l'appropriation de la population pour cette rivière. Ça me fait une impression je vis au bord d'une rivière sauvage. Il y a encore du sauvage qui existe. C'est pas un truc qui est lointain, qui existait peut-être avant. Non, c'est encore présent. Le principal effet positif de cette mobilisation, ça a été de permettre à toute la population de la vallée et aux élus de la vallée de se rendre compte que la vallée du Léguer, c'était un joyau et que son avenir dépendrait de leur mobilisation, de l'attention qu'ils pourraient porter à cette vallée. En Bretagne, dans le Trégor, coule le Léguer. Ce fleuve granitique aux eaux couleur de thé est aujourd'hui considéré comme l'un des cours d'eau les plus préservés de France. La présence de plusieurs espèces patrimoniales rares et sensibles, comme le saumon et la loutre, peut en témoigner. Depuis les monts avoisinants, le bassin versant du Léguer se dévoile. Bocages, prairies, landes, parcelles cultivées et zones forestières composent le paysage. Ça et là, un clocher, un bourg, une ferme isolée accrochent le regard. Comme en témoignent les remarquables fontaines présentes un peu partout sur ce territoire, les sources sont ici fort nombreuses. Elles donnent naissance à de multiples petits ruisseaux. Au total, ce sont près de 1000 km de rues, ruisseaux et rivières qui coulent dans le bassin versant du Léguer.
partie amont, deux vallées principales se distinguent, celle du Guic, située à l'ouest, et celle du Léguer, à l'est. La diversité des biotopes est remarquable. À certains endroits, la pente relativement faible permet au cours d'eau de méandrer avec douceur. Zones humides et saules arbustifs côtoient des eaux riches en végétation aquatique. Dans d'autres secteurs plus pentus, c'est la forêt qui domine. Au pied d'arbres séculaires, les eaux s'écoulent plus rapidement, bondissent de rocher en rocher et prennent parfois des allures de torrent lorsqu'elles traversent un chaos rocheux. Les vallées sont ici plus profondes, plus sombres et semblent même plus secrètes. L'ensemble de ces milieux abrite d'innombrables formes de vie, parfois insoupçonnées. Pour certaines d'entre elles, seules quelques traces discrètes laissent présager de leur présence. À leur arrivée dans la petite ville de Belle-Île-en-Terre, les deux cours d'eau se rejoignent. C'est ici que le Guic offre ses eaux, au Léguer. Par la suite, tout au long des 40 km de descente vers la ville de Lannion et son arrivée dans la Manche, le Léguer coule au fond d'un corridor souvent forestier, qui tranche avec le caractère bocager et agricole des plateaux voisins. Au fil du fleuve, les habitats aquatiques admirablement diversifiés se succèdent. Que l'on soit pêcheur, peintre, naturaliste, photographe, kayakiste ou randonneur, on découvre ici un univers d'eau courante qui chante la vie. Et de la vie, le Léguer en abrite. Alors que les berges se parent des premières floraisons de l'année, d'étranges poissons ressemblant à de petits serpents se regroupent sur des zones bien précises du cours d'eau. Il s'agit de lamproie de planaire, une espèce très primitive, ayant disparu de nombreux cours d'eau suite à leur dégradation. À cet endroit, le fond se compose de graviers, de galets de petite taille. Les lamproies les déplaceront méthodiquement un à un, créant ainsi une cuvette nécessaire à leur reproduction. Plus tard dans la saison, un spectacle similaire sera visible. Mais cette fois, à une échelle beaucoup plus impressionnante. Les lamproies marines, sorte de cousines géantes des lamproies de plein air, peuvent en effet atteindre 1 mètre de long. À l'instar des saumons, elles quittent le monde marin, où elles ont grandi jusqu'à l'âge adulte, pour se reproduire dans les eaux douces. D'autres poissons migrateurs fréquentent les eaux du Léguer pour y accomplir leur cycle de vie, comme la truite de mer, l'anguille ou encore la grande alose. Dans la partie basse du fleuve,
il n'est pas rare d'apercevoir de petits groupes de mulets, poissons estuariens par excellence, mais qui, à certaines occasions, n'hésitent pas à remonter dans les eaux douces pour y chercher de la nourriture. Si le Léguerre est un cours d'eau très favorable pour toutes ces espèces de poissons, il en est de même pour certains oiseaux typiques du bord de l'eau. Ce couple de bergeronnets des ruisseaux est en pleine chasse. Au menu, insectes aquatiques fraîchement cueillis. Du matin au soir, le couple rentre dans des poursuites parfois totalement frénétiques. Il est vrai que nourrir 5 petits becs qui ingurgitent plusieurs centaines de proies par jour a de quoi vous mettre la pression. Les parents choisissent leur poste de chasse en fonction de la position du soleil et des éclosions du moment. Rien de tel qu'un beau contre-jour pour repérer les grandes éphémères. Dans quelques jours, les jeunes bergeronnettes quitteront le nid. Viendra alors une période d'apprentissage avant le départ vers d'autres méandres de la rivière. Le Léguerre et la majorité de ses affluents abritent 2 salmonidés emblématiques des eaux vives. En cette fin de printemps, les jeunes truites fario et les jeunes saumons, appelés tacons, sont à l'affût. Pas question de laisser passer de la nourriture sans y goûter. Comme pour les bergeronnettes, les insectes aquatiques sont la ressource alimentaire principale. La grande diversité d'invertébrés aquatiques que l'on trouve dans le Léguerre reflète le bon état du fleuve et de ses affluents. Parmi toutes les petites bestioles voltigeant au-dessus des flots, il en est une qui occupe une place de choix dans le cœur des truites, des tacons et des pêcheurs. Bien connue de ces derniers sous le nom de mouche de mai, cette éphémère de belle taille, l'une des plus grandes d'Europe, a en effet la réputation de mettre toutes les truites de la rivière en appétit. Si le printemps et le début d'été sont des périodes propices à l'observation de spectacles naturalistes intenses, agités, hauts en couleurs, accompagner le Léguerre durant l'automne et le début d'hiver peut réserver de merveilleux moments. En ce début novembre, la pluie qui s'est abattue sur le Trégor a gonflé tous les ruisseaux de la région. C'est la première montée importante des eaux depuis l'été. Dans la vallée du Léguerre, le murmure des eaux estivales est maintenant devenu grondement sourd.
C'est à ce moment précis que le Léguerre pourra offrir ce qui reste pour beaucoup comme l'un des moments les plus magiques que l'on puisse vivre au bord d'un cours d'eau. Pour le saumon atlantique, les montées d'eau sont un appel irrésistible. C'est le moment. Un moment à ne surtout pas rater, car les débits élevés sont un allié pour tenter de franchir les obstacles délicats et ainsi pouvoir atteindre les zones de reproduction, but ultime de cet extraordinaire périple. Toute cette vie, tantôt discrète, tantôt exubérante, tout ce patrimoine inestimable et tous les spectacles fabuleux dont le bassin versant du Léguerre est aujourd'hui le théâtre, ont pourtant été grandement menacés. Il y a une trentaine d'années à peine, l'état de santé du Léguerre était même des plus préoccupants, et l'avenir de la vallée paraissait bien sombre. Au cours des années 70, plusieurs pollutions accidentelles liées au développement de l'industrie agroalimentaire étaient observées sur le haut du bassin versant du Léguerre. Les conséquences, désastreuses pour la faune aquatique, furent dénoncées à maintes reprises par les pêcheurs. Malgré cela, il fallut attendre un nouvel épisode de pollution particulièrement intense pour que les choses commencent à bouger réellement. En fait, il y a eu un lâcher d'ammoniac de l'usine. Alors là, bon, tout a été ratatiné, tout était mort sur 20 km. J'ai vu ce spectacle, c'est impressionnant, ce spectacle de mort, une espèce de spectacle vraiment apocalyptique. Et puis aussi, fait majeur, c'est que on a une station de pompage qui est située en dessous Belle-Île-en-Terre, la station de Trolongue, et ça a menacé l'eau potable, quoi. Je crois que la motivation de tous les élus et des riverains, c'était surtout l'alimentation en eau potable du secteur. Il ne faut pas oublier que le Léguerre fournit en eau pratiquement toute la côte de Granit Rose, y compris l'Agnon. Donc d'une part, il y a eu le combat, et d'autre part, il y a eu cette grosse pollution. Et l'un et l'autre ont fait boule de neige, et ça a lancé les débuts d'une prise de conscience. Du jour au lendemain, la rivière est devenue un sujet. Elle est devenue un sujet pour les élus locaux et pour une grande part de la population. En 1987, un événement météorologique inhabituel allait devenir le point de départ d'une nouvelle initiative. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, la Bretagne a subi un ouragan d'une force phénoménale et le boisement, en particulier celui qui était riverain du Léguerre, était par terre. Les habitants ont été choqués de cette situation et ils ont commencé, à la suite de la tempête, ils ont commencé à se poser des questions et ils ont créé une association de protection
et de mise en valeur de la vallée du Léguer. Il y a un autre phénomène qui s'est passé, je pense qui est très important aussi, dans l'histoire, je dirais, des 30 dernières années, c'est l'arasement du barrage de Kernanskiek. En 1920, un barrage haut de 15 mètres fut construit sur le Léguer à Kernanskiek. Il était destiné à couvrir les besoins en électricité d'une papeterie industrielle située en aval de Belle-Île-en-Terre. Quelques décennies plus tard, l'entreprise cessa toute activité. Alors que l'utilité première et principale du barrage avait disparu et que les impacts négatifs de l'ouvrage sur le Léguer étaient avérés, l'ouragan mit en évidence le danger potentiel que représentait le barrage pour la sécurité des habitants de la vallée. Ce barrage était au cœur de la problématique des intempéries. Et il a fallu un concours de circonstances et un risque lié à la surverse de ce barrage pour que l'État prenne la décision, au vu du risque pour la sécurité publique qui était lié à ce barrage, eh bien prenne la décision de le détruire. La montagne de béton ne résistera pas aux assauts des démolisseurs. Le rideau s'ouvre enfin sur la vallée. L'arasement du barrage a contribué à doubler, voire multiplier par 3 le potentiel de reproduction des saumons. Et à partir de là, effectivement, le Léguer a retrouvé un fonctionnement, je dirais, écologique à peu près normal. Le barrage de Kernanskiek, donc le premier barrage à avoir été effacé sur le Léguer, à peine le barrage était-il effacé que déjà les premiers saumons frayaient à Belle-Île-en-Terre. Bon, 10 km quand même au-dessus du barrage. Donc c'était à la fois très symbolique et c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que quand tu aides tant soit peu la nature, elle, tout de suite, elle revient, quoi. Cette décision, elle était perçue de façon très, très négative. Et il a fallu renverser là aussi ce sentiment en montrant que d'une difficulté, nous étions capables collectivement d'en faire un atout. Et cet atout, c'était de valoriser la biodiversité retrouvée de cette vallée, d'aménager le site pour en faire un lieu d'attractivité touristique ou pour les populations urbaines autour de la vallée. Et ça a été réussi dans des proportions qu'on n'imaginait même pas à l'époque. C'est un lieu qui aujourd'hui a retrouvé toutes ses qualités initiales et c'est un lieu qui participe à l'attractivité et au développement de la vallée. Avec l'arasement du barrage de Kernanskiek, une étape cruciale dans le retour à la vie de la vallée du Léguer fut franchie. Toutefois, une autre problématique restait à aborder. À partir des années 70, avec le développement de pratiques liées au modèle productiviste, le Léguer, comme la majorité des cours d'eau européens, connut une montée en flèche de la concentration de certains polluants dans ses eaux. Face à cette dégradation inquiétante, la nécessité de réunir tous les acteurs concernés par le Léguer et de mener une réflexion à l'échelle du bassin versant apparaissait de plus en plus évidente. Ce qui nous a motivés à créer le comité de bassin versant, c'est l'observation de l'élévation du taux de nitrate dans la rivière, surtout chez les collègues de Laval, quoi, hein, la ville de Lannion et le syndicat des Trojero qui alimentent le nord du bassin, là, la ville de Perros. On frisait les 40, voire au-delà des 40 mg de nitrate par litre. Ça venait sûrement et même certainement des excès d'utilisation de fertilisants agricoles, quoi. On faisait des mesures sur le cours d'eau qui passe dans Belle-Île et avec des pesticides à l'intérieur. Alors tout le monde disait ce sont les agriculteurs. Et en fin de compte, on a pris de l'eau à l'entrée de la commune et à la sortie de la commune où il n'y a pas de monde agricole et on a trouvé des pesticides. Ce qui veut dire aussi que les particuliers avaient aussi leur part de responsabilité.
Alertés par ces constats, les principaux producteurs d'eau du territoire, soutenus par les élus, mirent en place, en 1996, le comité de bassin versant du Léguerre, réunissant ainsi l'ensemble des acteurs de la vallée. Alors le grand challenge, c'était de mettre tout le monde autour de la table, les associations environnementales, les élus des communes autour, l'association de Vallée du Léguerre et surtout le monde agricole. C'était peut-être là le grand challenge et je crois que là ça a été un pari réussi grâce, je le dis très, très honnêtement, à la Chambre d'agriculture qui a vraiment fait un gros boulot là-dessus et puis les agriculteurs qui ont joué vraiment le jeu, je pense, dès le départ, ce qui n'était pas simple pour eux parce que c'était difficile de convaincre tout le monde de changer les pratiques. Mais ça a été une volonté et du comité de bassin et de l'association de toujours associer le maximum d'usagers. On a des conflits d'usage sur un territoire comme ça, sur une rivière. Bien entendu, la profession agricole au premier chef, parce qu'il y avait aussi la reconquête de la qualité de l'eau, les pêcheurs, les randonneurs, les canoëistes, enfin tout le monde. Mais l'important, c'est qu'ils soient autour de la table, que ce ne soit pas la confrontation permanente, que tout le monde soit autour de la table et qu'on démontre qu'on est capable de faire des choses ensemble. Rapidement, ce comité lança des programmes d'action visant à réduire les pollutions. Soutenus financièrement par des organismes publics, comme l'Agence de l'eau, les conseils régionaux et départementaux, ainsi que par l'Europe, ils furent menés à l'échelle du bassin versant tout entier. Les efforts réalisés par l'ensemble des acteurs portèrent rapidement leurs fruits et permirent de stopper la dégradation. Et aujourd'hui, des changements de mentalité se font de plus en plus sentir. Dans les premières réunions, on nous avait dit, écoutez, si les taux de nitrate commencent à baisser dans 10 ans, ben, on aura gagné. Et en fait, ça a commencé à baisser tout de suite, quoi. Ça revient très vite, si on change les pratiques, ça revient très vite. Certains vous disent, de toute façon, il y en a pour 50 ans à remettre vos sols en état. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas vrai, que ce serait plutôt 5 ans. Donc, enfin, pour moi, le chimique n'est pas une solution, ou en tous les cas, continuer à mettre et nos animaux et notre sol sous perfusion, ça ne sert à rien. De toute façon, on voit bien, depuis 10 ans, le consommateur, il a changé, il s'intéresse quand même. Je trouve qu'il y a une évolution. Nous, aujourd'hui, au niveau de Locquenvel, par rapport à tout ce qui est l'aspect environnemental, on a quand même mis en place certains projets et entre autres, on a un plan de gestion différencié chez nous qui va justement dans le sens de toute la démarche du bassin versant qui est le zéro phyto. Aujourd'hui, on a le prix de zéro phyto, on a le prix de terre saine sur la commune. Parce que justement c'est une volonté aussi politique de notre part, petite commune certes, mais volonté aussi de faire de la pédagogie derrière. Ça peut être le cimetière avec le couvre-sol, plus que mettre du désherbant. Tous les politiques pour moi devraient aller dans ce sens-là. On a commencé à diminuer les parts de désherbant sur les céréales, sur les maïs, arrêter de désherber les pâtures. Et en fait, suite à ça, en 2014, on a commencé une conversion bio en fait. Donc avec l'appui du bassin versant, on a mis en place 3 km de talus et pour une partie plantée, pour une autre non plantée. Et du coup qui sont en place et qui font les effets sur les circulations d'eau, quoi. D'autres types d'actions ont également joué un rôle important dans le processus de reconquête du Léguerre, comme l'amélioration progressive de la continuité écologique, la mise en place d'une gestion patrimoniale des ressources piscicoles, ou encore la promotion du lien social qu'un cours d'eau tel que le Léguerre peut fournir. Des actions comme la fête du Léguerre annuelle,
On a démarré dans le désert, et puis elle existe toujours. C'est un temps fort, c'est un moment, et ça a généré, je crois, un sentiment d'appartenance, un sentiment de culture de ce territoire, qui était une vraie richesse, que les gens s'approprient, chacun à leur manière, mais participent. Je pense que maintenant, les gens ont bien saisi le fait que protéger cet environnement, reconquérir la qualité de l'eau, était quand même un véritable atout, et était aussi une identité de ce territoire. L'une des grandes valeurs de la mise en valeur du Léguerre et de sa protection, ça a été de faire connaître, sous le mode de l'échange, le Léguerre, de la source à l'embouchure. Nous avons eu un va-et-vient continuel des habitants qui ne se connaissaient pas bien. Ils se connaissaient, mais pas bien. Ils ont échangé, ils ont pu faire valoir les atouts de leur territoire. L'embouchure, elle a des perspectives phénoménales. C'est rare quand même, un aber comme celui du Léguerre, en soi c'est déjà beau. Mais une petite source vers Plougonvert, vers Bourbriac, sur le Gouic, sur le Saint-Éthurien, au titre du bassin versant du Léguerre, ça a une valeur pour les gens de la côte. Ils découvrent le mécanisme d'une rivière. On se connaît mieux et on s'apprécie forcément. En janvier 2016, cette association fusionna avec le comité de bassin versant pour donner la structure actuelle, bassin versant Vallée du Léguerre. Les multiples programmes d'action menés pour faire évoluer les pratiques agricoles et non agricoles, pour protéger les captages d'eau potable, pour restaurer et protéger le bocage, les zones humides et les cours d'eau, ont permis d'enrayer la dégradation du Léguerre. En près de 20 ans, la situation s'est même améliorée et a permis de retrouver une rivière plus fonctionnelle, plus belle et une meilleure qualité de l'eau. Jusqu'à obtenir en 2017, pour la partie amont du Léguerre et pour le Gouic, le label Site Rivière Sauvage. Ce qu'il y a de très intéressant avec le Léguerre, c'est que c'est sans doute un archétype des rivières bretonnes qui sont des rivières de vieille civilisation. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles et des siècles, les hommes ont fait ce qu'ils ont fait partout, et sur ce territoire en particulier, aménagé notamment pour capter la force hydraulique, les moulins. Et ça, c'est le premier point, une histoire ancienne. Et puis le deuxième, c'est que à partir des années 60 et de la révolution du modèle agricole breton, le Léguerre n'a pas échappé à l'évolution. Donc il était plutôt mal parti. Et grâce au travail formidable de beaucoup d'acteurs, évidemment à commencer par le monde de la pêche, grâce à des mobilisations aussi d'autres associations, on parlait tout à l'heure de Rivière de Bretagne, sur les questions de qualité de l'eau, grâce à des élus ouverts et conscients du fait que ce qu'on amène avec Rivière Sauvage, c'est pas une mise sous cloche. Après beaucoup de travail acharné, parce que ça a été compliqué, la labellisation du Léguerre, et ben en octobre 2017, on a pu labelliser ce cours d'eau breton remarquable, Site Rivière Sauvage. C'est une très belle histoire. Même si la vigilance doit toujours rester de mise, le Léguerre devient ainsi un véritable symbole de nature patrimoniale. Quant à l'historique de toutes les actions menées, il fournit dorénavant un bel exemple de ce qu'il est possible de faire pour la reconquête d'un cours d'eau vivant. Qu'il s'agisse du saumon, de la loutre ou encore des grandes éphémères, toutes les formes de vie qui aujourd'hui peuplent le bassin versant du Léguerre témoignent du bon état de santé de ces cours d'eau. Mais elles témoignent d'autre chose encore, de quelque chose de tout aussi important et remarquable. L'histoire d'une mobilisation citoyenne forte, d'un dialogue constructif entre tous les acteurs d'un bassin versant.
L'histoire aussi d'engagement politique et financier, d'efforts fournis et d'actions efficaces pour reconquérir un bien commun inestimable, nécessaire à tous. Un léguerre vivant où coulent des eaux saines, porteuses d'espoir. T'as vu un peu? Maëlène, t'as vu ça un peu? Tu pourrais le faire toi aussi, quoi, Maëlène. Un plécoptère. C'est un plécoptère. Pour moi, ça vaut toujours le coup de se battre pour retrouver la qualité de n'importe quelle rivière. C'est déjà une bonne chose si on peut préserver ça. Certainement, oui. S'il n'y a pas de pollution, c'est formidable. Oh, une chance d'avoir vécu ici. Ouais. C'est un joyau, un bijou, cette rivière. On sait qu'il y a des phénomènes qui risquent de dégrader la situation et c'est très fragile. D'où l'intérêt de garder ça comme le lait sur le feu, quoi. Bachelard parle des eaux maternelles. Comment ne pas respecter sa mère?